beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Hélène Coutard, merci de votre présence pour ces deuxièmes entretiens de l'IJBA. Vous êtes journaliste à Society, vous êtes également rédactrice en chef du magazine So Good, et vous avez publié ce livre qui est consacré au parcours de plusieurs femmes qui ont fui l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est d'une certaine manière d'abord un certain paradoxe entre un État qui contrôle beaucoup son image, qui met en place des mesures, on se souvient notamment sur la question des femmes, d'un décret royal, les autorisant à conduire, les autorisant à créer des entreprises, c'était en 2018. Et en même temps, un pays qui reste largement conservateur, avec une société plutôt patriarcale, où il est en tout cas difficile d'être une femme et de s'épanouir, et où les libertés sont assez restreintes. Ce livre, c'est l'histoire de ces femmes qui ont fui. La plupart du temps, elles sont jeunes, voire très jeunes. Et ce sont des citoyennes lambda qui ont décidé de quitter leur famille. Ça nous invite à tourner notre regard, à regarder ce qui se passe ailleurs. Et en même temps, ça reste une thématique extrêmement universelle puisque c'est celle de femmes courageuses. Et c'est les parcours que vous décrivez. Comment est-ce que vous les avez rencontrées et découvert ces fugitives? Alors, en fait, c'est parti d'un article. Le livre n'a pas été un livre tout de suite. Juste pour rappeler vraiment le concept de base, ce sur quoi est parti l'article puis le livre. En fait, en effet, c'est une société patriarcale, c'est même un euphémisme, c'est même la définition même du patriarcat, l'Arabie Saoudite, puisque les femmes ne sont jamais considérées comme majeures, donc 18 ans ou pas, même 21, rien du tout. Toute leur vie jusqu'à leur mort, elles sont considérées comme des enfants. Donc elles sont la pupille d'un tuteur qui est le père d'abord, et puis après, si le père meurt, ce sera le frère, si le frère meurt, on trouvera toujours quelqu'un, et c'est ultimement évidemment le mari, et après les fils. Donc de toute façon, il y aura toujours un homme pour s'occuper de ce qu'elle a le droit de faire ou pas. Euh, Ça, je le savais, mais comme on le sait tous un peu de loin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2019, il y a une jeune Saoudienne qui a fui. Et en fait, ça a été pour une fois très médiatisé parce qu'elle s'est retrouvée. En fait, elle est partie du Koweït. Elle est passée par la Thaïlande pour atterrir normalement en Australie. Sauf qu'elle n'est jamais arrivée jusqu'à l'Australie, puisque une fois en Thaïlande, en fait, ses parents avaient eu le temps de prévenir les autorités. Son père était un gouverneur saoudien. Et donc en fait, elle s'est retrouvée bloquée à l'aéroport de Bangkok. Ils voulaient la rapatrier de force en Arabie Saoudite. Et en fait, c'était déjà arrivé avant, des femmes qui avaient disparu depuis, dont on n'avait plus jamais entendu parler. Elle était au courant de tout ça et elle s'est dit ça ne m'arrivera pas. Elle a été enfermée en fait dans une chambre d'hôtel de l'aéroport. Et elle s'est dit, maintenant il faut que je parle, puisque sinon on va me renvoyer chez moi et personne n'entendra jamais parler de mon histoire. Donc elle s'est fait un compte Twitter, elle a commencé à appeler des journalistes, à essayer de contacter l'ONU, etc. Elle a fait énormément parler. En fait, elle est restée 2 jours dans cette chambre d'hôtel enfermée, barricadée. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça a fait la une de plein de journaux internationaux et que donc je suis tombée dessus. C'était New York Times, Le Monde, vraiment des gros trucs. Et je me suis dit, tiens, l'histoire est intéressante, donc je commençais à lire, etc. Finalement, cette jeune fille, au bout de quelques jours, a été accueillie par le Canada, donc elle vit au Canada maintenant. C'est elle qui a donc fait connaître en fait cette situation des jeunes filles en Arabie Saoudite. Moi, j'ai commencé à travailler dessus un petit peu comme ça, de loin, en me demandant s'il y en avait d'autres, sans trop savoir. Et quelques mois après, je crois que c'était en avril ou en mars de cette même année, je découvre en fait 2 sœurs saoudiennes qui se sont enfuies d'Arabie Saoudite avec un plan rocambolesque qui quand même a fini par marcher, et elles se retrouvent en Géorgie. Parce que c'est en fait une des choses les plus simples, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de visa en allant de l'Arabie Saoudite en Géorgie. Et c'est une première étape vers l'Europe. Sauf qu'elles se retrouvent bloquées en Géorgie, aucun pays européen ne veut d'elles. Elles ont été obligées de demander la protection de la Géorgie pour ne pas être rapatriées de force, et surtout elles avaient très peur que leur père et leurs frères viennent les chercher en Géorgie, parce que c'est très facile d'accès. Et en fait, je tombe un peu sur leur histoire parce qu'elles essaient de faire pareil que cette première, elles essaient de trouver des journalistes et des gens pour en parler sur Twitter. Donc je prends contact avec elles, je vais en Géorgie, et donc on fait une interview au milieu de rien en Géorgie, parce qu'elles étaient déjà sous protection policière géorgienne, mais c'était vraiment au milieu de la campagne, dans un espèce de foyer, seul. Et donc on parle de tout ça, elles me parlent de leur vie, de pourquoi elles ont fui, comment, etc. Et puis je les quitte sur ça, j'ai écrit l'article, mais sur le moment, je ne sais pas où est-ce qu'elles vont atterrir. Elles non plus ne le savent pas. Et en fait, c'est 2-3 semaines plus tard qu'on se recontacte, et en fait, elle me dit, bah, finalement, on a été accueillis par la France.
Donc je les reverrai ensuite plusieurs fois, à Paris, ailleurs. Après, elles ont été déplacées dans une campagne française, plusieurs fois. Et c'est de là, en fait, que par le livre, je me dis, bon, bah, la première, c'était visiblement pas une exception. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un espèce de réseau souterrain, parce qu'en fait, elles se connaissent vachement toutes, même si elles sont dans des pays différents. Et c'est à partir de ces deux jeunes filles-là que je vais commencer à m'intéresser. Elles, on va se revoir plein de fois, mais je vais commencer à m'intéresser à leurs amies, aux filles qu'elles connaissent, qui sont allées au Canada beaucoup, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc. Et c'est là que part vraiment le livre. Là, vous les rencontrez une fois qu'elles ont commencé leur fuite. Qu'est-ce qu'elles fuient en Arabie Saoudite, ces femmes? Alors, elles ont à la fois toutes des spécificités. Elles fuient des choses très précises. Il y en a qui fuient un mariage forcé, qu'elles voient arriver à grands pas. D'autres, de la violence domestique, énormément, parce qu'on sait que ça concerne on sait que ça concerne 80% des enfants saoudiens. On n'a pas de statistiques sur les femmes, mais c'est très très répandu. Et elles fuient plus globalement cette vie enfermée, en fait, puisqu'elles n'ont pas le choix de grand-chose. Si leur tuteur est progressiste, ouvert, compréhensif, évidemment, elles peuvent faire des études, elles peuvent voyager avec lui, elles peuvent avoir des activités, voir des gens, etc., sous contrôle, bien sûr. Mais si ce tuteur est extrêmement religieux, extrémiste, je parlais à certaines jeunes filles qui sont restées 2 ans enfermées dans leur chambre, parce qu'elles n'avaient pas le droit de faire des études. Une fois qu'elles avaient fini l'école, qui est évidemment pas mixte, une fois qu'elles avaient fini le lycée, ou même parfois l'école primaire, il ne restait plus grand-chose à faire dans la vie, en fait, à part attendre que quelqu'un veuille bien les épouser. Quelqu'un qu'elles n'auront jamais vu, qu'elles vont voir une fois dans leur salon pour présenter aux parents, et puis après, elles se marient avec lui et elles vont vivre avec lui. Souvent, beaucoup plus âgées. Voire c'est la 3e ou 4e femme, quoi. C'est 4 le maximum, normalement. Et donc, ce qu'elles fuient, globalement, c'est cette absence de vie, en fait, avec, à des échelles différentes. Mais là, les 2 jeunes filles que j'ai rencontrées en premier, qui étaient sœurs, il y en avait une qui avait été déjà mariée, qui avait eu un enfant, qui avait divorcé, évidemment pas de son choix, qui se retrouvait du coup dans cette position en plus difficile d'être une femme divorcée en Arabie Saoudite, qui est un peu une anomalie, ils ne savent pas trop quoi en faire, parce que d'un côté, elle représente une femme qui est plus vierge, alors on n'a plus trop de prise sur elle, on ne sait plus trop quoi faire, elle ne peut plus habiter avec son mari, du coup elle retourne habiter avec sa famille, son tuteur, c'est soit son mari, s'ils sont séparés sans avoir divorcé, soit ils divorcent, c'est à nouveau le père. Enfin, ça complique la situation. Son enfant, elle ne le voyait plus, parce que c'était la famille du mari qui avait la garde, parce que je crois que ça s'est un petit peu arrangé depuis, mais à l'époque, les femmes divorcées n'avaient pas la garde de leurs enfants. Donc, elle était dans cette situation très bizarre où elle pouvait rien faire, où visiblement, elle allait être remariée. Mais alors, une femme divorcée qu'on remarie en Arabie Saoudite, c'est vraiment le 5e choix. Donc, elle allait probablement être remariée à un mec de 80 ans qui avait déjà 3 autres femmes. Son enfant, pas de nouvelles. Et sa petite sœur, elle avait refusé plusieurs fois des fiancés. Donc, pareil, elle savait que ça allait lui tomber dessus à un moment. Elle avait eu l'autorisation de son père, exceptionnellement, de prendre des cours d'anglais. Donc, c'était vraiment sa seule sortie, quoi. Et sinon, elles vivaient toutes les deux, un peu les unes sur les autres, enfermées avec des frères, surtout, qui les surveillaient. Et donc, elle, particulièrement, elle voulait se donner une chance d'avoir une vie meilleure, mais avec de nombreux sacrifices, puisque l'aînée a dû laisser son fils là-bas et elle ne l'a jamais revu. Dans ces témoignages qui sont très forts, qui sont souvent très intimes d'ailleurs, on le retrouve souvent, c'est le rôle d'Internet, que ce soit en réseau de communication entre elles ou en réseau de connaissances avec la lecture, les films, ça revient souvent ça dans les femmes que vous avez rencontrées? Énormément. En fait, pour une raison très logique, c'est que quand on est enfermé dans sa chambre et qu'on n'a rien à faire, à part les films, les livres et Internet, il n'y a quand même pas grand-chose à faire. Et Internet, ça a surtout cette utilité. C'est surtout Twitter, les réseaux sociaux en général, mais Twitter est extrêmement populaire en Arabie Saoudite. Je crois que c'est un tiers de la population qui est sur Twitter, mais ça fait 12 millions de personnes déjà. En termes de pourcentage par rapport à la population, c'est un des pays où il y a le plus d'utilisateurs. Et en fait, c'est comme ça qu'elles se rencontrent entre elles, qu'elles parlent, qu'elles se rendent compte du coup qu'elles ne sont pas seules à penser ça et à être enfermées dans une vie, etc., ce qui en fait change tout dans leur psychologie. Et après, plus globalement, en effet, elles se servent souvent de VPN pour regarder des séries, pour regarder des films européens, américains, etc., qui leur ouvrent en fait une toute autre vie. Et c'est aussi souvent un déclencheur de leur envie de partir. Alors, il y a le courage de partir, il y a le courage aussi d'y rester.
Souvent, elles cachent leur identité, elles cachent leur histoire. Est-ce qu'elles se sentent plus libres une fois qu'elles sont arrivées? Alors oui, parce que c'est difficile de se sentir moins libre, mais c'est vraiment, vraiment pas évident, l'arrivée. Ça dépend un petit peu du pays dans lequel elles arrivent. Par exemple, le Canada, on sait que c'est plus accueillant. Les gens qui n'ont pas de papier peuvent quand même faire des études ou travailler en attendant d'avoir des papiers, ce qui n'est pas le cas du tout dans d'autres pays. Par exemple, en France, les deux sœurs qui sont arrivées en France se sont retrouvées d'abord dans des foyers pour réfugiés, puis à Paris, puis dans d'autres ailleurs, où elles n'avaient pas beaucoup de perspectives de vie non plus, et il faut attendre d'avoir ces papiers pour commencer à aller à la fac ou faire quoi que ce soit. Donc c'est compliqué. Et au-delà de ça, ce sont quand même des femmes souvent très jeunes, en effet, donc qui n'ont pas beaucoup d'expérience de la vie et qui n'ont pas du tout d'expérience de se gérer elles-mêmes, en fait, puisqu'elles ont vécu avec des familles nombreuses toute leur vie, où on faisait tout pour elles, c'est-à-dire qu'à l'époque, elles ne conduisaient pas, donc dès qu'elles allaient quelque part, elles étaient conduites par leur père ou par leur frère. Elles n'ont pas beaucoup fait d'études. On leur a jamais laissé ni leur passeport, ni leur argent. Elles n'ont pas de compte à leur nom, etc. Donc en fait, elles ne savent pas gérer un quotidien. Elles ne savent pas comment on trouve un appartement, comment on gère l'argent. Elles ne connaissent pas sortir, l'alcool, les dangers de la drogue, les garçons, tout ça. C'est complètement inconnu. Donc forcément, y en a qui se perdent un peu là-dedans parce que c'est comme si on mettait une enfant de 12 ans dans la vraie vie, quoi. Et il y en a qui s'en sortent très bien, qui sont hyper décidés, qui ont vécu des choses très difficiles en Arabie Saoudite, donc qui comptent pas du tout y être obligés de retourner, quoi. Et il y en a d'autres que j'ai connus qui ont traversé des périodes plus compliquées en arrivant dans un pays occidental et qui ont mis plusieurs années à s'habituer à cette nouvelle vie. Et parfois, elles s'y habituent pas. On sait qu'il y en a qui sont rentrés en Arabie Saoudite parce que la vie était trop difficile toute seule. Et puis il y a aussi la séparation avec la famille qui est très dure. Elles ne peuvent pas vraiment communiquer avec leur famille parce qu'ils essaient souvent de les faire revenir. Ils sont souvent espionnés par les services saoudiens, notamment sur Internet, etc. Donc c'est une fuite qui s'arrête jamais vraiment. Il y a des gens qui évidemment n'ont pas du tout envie de vivre comme ça et donc qui reviennent en Arabie Saoudite. Le problème c'est que quand on les attire en disant c'est pas grave, reviens, tu reviendras dans ta famille, souvent ça finit plutôt en prison. Avant de terminer cette rencontre, on va peut-être garder un temps pour les questions, si on a dans la salle. Sinon, moi, j'en ai d'autres. Attendez, je vous apporte le micro. Quel est l'âge à peu près de ces jeunes femmes? Alors moi, celles que j'ai rencontrées, elles avaient entre 18 et 25. Il y en a que j'ai rencontrées qui étaient parties quelques années auparavant, qui avaient plus une trentaine d'années. Mais elles sont souvent très jeunes pour une raison très simple, c'est qu'en fait, une fois qu'elles sont mariées, ça devient beaucoup plus difficile de partir en termes logistiques. Et comme elles sont mariées quand même en moyenne à 20 ans à peu près, ça arrive maintenant qu'elles se marient un petit peu plus tard, mais voilà, une fois qu'elles sont mariées, elles ont très vite des enfants, ce qui devient quasiment impossible après de partir avec des enfants. C'est pour ça que celles qui partent sont souvent très jeunes. Pour la France, quelles sont les ONG qui éventuellement peuvent encadrer un petit peu l'arrivée et puis les soutenir ensuite pour survivre? Je crois qu'il y a comment ça s'appelle, l'Institut pour les réfugiés, mais qui est un service de l'État, qui n'est pas une ONG, mais qui essaie quand même de les aider. Après, beaucoup la Croix-Rouge, en France en tout cas, et d'autres associations du même acabit, mais il n'y a rien qui est spécifique pour les femmes et il n'y a rien qui est spécifique pour les réfugiés. Mais je me rappelle d'une d'entre elles qui fait une fuite un peu spectaculaire, qui en fait vient avec son nouveau mari à Paris en vacances en noces. Et en fait, elle fuit à l'aéroport. Elle se met à crier au milieu de l'aéroport, elle va chercher les policiers, etc. Et donc elle a vécu quelques jours dans l'aéroport avec l'aide d'une association, et après elle a été logée par une association le temps qu'elle trouve un appartement, un travail, etc. Donc parfois elles sont aidées. Ce que je disais tout à l'heure sur les foyers, souvent, comme tous les autres réfugiés qui arrivent en France, on les met dans des foyers de réfugiés. Le problème avec ces cas-là en particulier, c'est que déjà ce sont des femmes qui sont soit toutes seules, soit avec leurs sœurs, ce qui peut être un peu dangereux.
Et souvent, en fait, les réfugiés en France qui arrivent depuis quelques années, c'est des Afghans, des Syriens surtout. C'est des gens qui sont souvent musulmans. Et en fait, de voir une femme saoudienne, qui est le pays ultime de l'islam, qui est seule, sans sa famille, qui se déclare athée, et parfois qui a médiatisé sa fuite et donc dont on peut connaître l'histoire dans les médias, ça les met parfois dans des situations assez dangereuses. Donc il y a des associations qui les aident et il y a des structures, mais aucune n'est vraiment idéale pour ce cas-là précis. Comment peuvent-elles utiliser Twitter à l'insu de leur famille quand elles sont dans leur famille? Téléphone caché. Beaucoup de téléphones cachés. Et qui le leur a fourni, ce téléphone? Entre elles s'arrangent avec des copines à l'école, souvent. À l'école, avec le peu d'argent qu'elles ont de temps en temps, elles en rachètent à des copines. Souvent, elles en ont plusieurs. Donc, elles en ont un, parce que les Saoudiens sont extrêmement équipés en électronique. Ils adorent ça. Et du coup, ils ont tous 2 téléphones. Donc, elles ont souvent un téléphone qu'elles ont devant leur famille pour, en fait, envoyer des textos à leurs copines, parce que c'est tout ce qu'elles peuvent faire. Et elles en ont un autre qu'elles payent un peu en cachette pour avoir Internet. C'est souvent une très grosse organisation compliquée. Peut-être une dernière question. Pardon, je vous appelle. Quand elles arrivent en France, elles doivent demander l'asile. Elles sont demandeuses d'asile. Et quand vous êtes demandeur d'asile, a priori, enfin moi je connais, là où j'habite, le petit village, il y a un Prada. Elles sont accueillies dans le Prada, ils ont une certaine somme, elles sont aidées. Et si elles sont déboutées du droit d'asile, alors là, elles sont larguées, mais sinon, enfin, il y a une prise en charge. Et je connais, il y a des Éthiopiennes, Somaliennes, des filles qui sont seules. Hein. Moi, je connais pas mal. Elles viennent, elles sont prises en charge dans ces foyers. Elles sont en effet 2 par chambre si ce sont des filles seules ou par appartement. Mais après, on les encadre, il y a une aide. Enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ne sont pas acceptés, mais dès qu'on est demandeur de droit d'asile, on a certains droits en France. Oui, moi je me souviens, les 2 sœurs, j'étais allée les voir quand elles avaient été installées dans la région bordelaise d'ailleurs, mais très loin. Elles étaient en coloc, entre guillemets, avec d'autres filles qui n'étaient pas saoudiennes, mais qui étaient d'autres régions. Et en effet, elles sont accueillies, on leur donne des cours de français, elles ont un petit peu d'argent, etc. Mais c'est vrai c'était tout petits villages, donc en fait, à partir du moment où elles n'ont pas d'activité, dans le sens où elles ne peuvent pas ni travailler ni faire des études, elles s'ennuient un peu, elles se retrouvent un peu à pas savoir quoi faire. Et elles étaient, en l'occurrence, là, elles vivaient avec des filles, mais le centre était mixte. Donc elles étaient avec des hommes qui étaient un peu, je ne vais pas dire violents, mais qui étaient un peu harceleurs envers elles. Mais en effet, elles sont encadrées. Enfin, la France n'est vraiment pas le pire pays. J'ai entendu d'autres histoires. Le Canada est particulièrement accueillant, entre guillemets, mais la France fait quand même beaucoup. Depuis, elles ont eu leur papier, donc depuis, elles ont déménagé de région, toujours encadrées, mais elles ont maintenant le droit d'aller à la fac. Qu'est-ce qui les fait vivre? Je suppose qu'elles n'ont pas de métier en quittant l'Arabie. Et puis il n'y a pas que l'Arabie d'ailleurs. Vous parlez du Koweït. Donc c'est toute cette région, quoi. Oui, il y a le. Elles n'ont pas d'argent non plus. Non. Pour aller à la fac, il faut des sous quand même. Alors je pense que comme elles ont un statut particulier de réfugiées, elles ne payent pas la fac. Mais elles ont une petite somme tous les mois de l'État pour vivre, mais c'est assez peu, mais ça leur permet quand même de manger, et elles sont logées, donc elles ne payent pas de loyer. Mais en effet, là on parle de l'Arabie Saoudite qui est connue, mais le système du tutorat, il existe aussi aux Émirats, il existe aussi au Qatar, Koweït, je ne sais pas, à des degrés parfois différents. Par exemple, aux Émirats, c'est moins connu parce qu'on voit à Dubaï, etc. Mais en soi, à Dubaï, les femmes ont aussi un tuteur. Alors, on a déjà débordé le temps. Donc, on va devoir s'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup.